pétrolière, nous sommes toujours au stade. Bon, globalement, le bilan là aussi négatif. Conditions de traitement d'innombrables sociétés, d'innombrables écoles privées supérieures, fontaines partout. Des écoles du niveau qui seraient assimilables à ce qu'on a éventuellement en Afrique, les nécessités économiques. Nous en sommes là. Donc le bilan éducatif, enfants aller à l'école, compte tenu de toutes ces dispensation du même degré, comme notamment d'accompagner les parents 60 ans aujourd'hui. Je me rappelle, moi, dans les années 10, réduire l'huile de palme, vous venez de le dire, nous importons quasiment tout, même du tissu économique congolais, nous n'en serions certainement pas là. Cet attendu serait venu justement, et ça engendre des conséquences financières, parce que je n'aime pas ce terme, mais pour cela, elle pose également problème. Donc aujourd'hui, on a une crise politique, justement, une posture obstinée, financière, politique et des choix sociaux. Nous appelons les Congolais à d'impunité généralisée. Nous n'avons gardé les jeunes Congolais, les jeunes Tchadiens, les jeunes Centrafricains, années qui viennent de s'écouler, puisque ces défis sont les mêmes. Et aucun pays, malheureusement, sur les 60 dernières années, globalement, les choses productives. Voilà, j'en ai terminé. Dieu vous bénisse, nous sommes. Commentaire sur ce que sont ce qu'ont été les 60 dernières années en République du Congo. Est-ce que, mes chers amis, aujourd'hui, le Congo peut se targuer d'avoir développé des entreprises, des industries, des capitaineries dans le domaine notamment le domaine forestier, le domaine agro-pastoral, le domaine maraîcher, le domaine de la communication. La société Azur est un véritable échec. Le domaine pétrolier, 60 ans après les indépendances, le Congo n'a jamais su mettre en place une politique publique courageuse d'appropriation de diverses étapes de l'exploration à la transformation des matières premières sur place en vue de leur exportation à l'étranger. On a aujourd'hui, c'est vrai, certains secteurs de l'activité pétrolière, certains segments qui sont apparus, qui sont des filiales, on va dire ça comme ça, de la SMPC. On a des entreprises qui se sentent, en plus d'États qui ont été créés dans le domaine de la logistique pétrolière, dans le domaine de la distribution pétrolière, dans le domaine du raffinage, mais bien malheureusement, dans divers domaines qui auraient pu concourir à la fabrication de divers articles consommables et non consommables au bénéfice de la République du Congo, il est clair de dire à ce niveau que nous n'avons rien fait. Tous les produits dérivés dérivés du pétrole qui sont consommés de façon courante en République du Congo, malheureusement ne sont pas fabriqués au Congo. Ce sont des produits qui en général viennent de pays étrangers. Tous les produits dérivés à base de pétrole qui sont utilisés au Congo n'ont pas été fabriqués au Congo, malheureusement. Donc, sur le plan de l'industrie pétrolière, nous sommes toujours aussi et autant dépendants de compagnies pétrolières comme Total et Nicoro, qui sont les deux principales majeures, aux côtés desquelles viennent s'ajouter Chevron, Piranco, Schlumberger, etc. Bon, globalement, le bilan là aussi négatif. A-t-on pu développer des industries dans le secteur touristique? Négatif, alors que nous avons en République du Congo parmi les sites les plus fulgurants et les plus intéressants en termes d'attractions touristiques. Le gouvernement s'est attelé à identifier certains de ces sites, mais à date, rien de probant. Et on ne pourrait pas mettre ça au crédit du Covid-19, puisque le Covid-19, lui, n'est arrivé qu'en 2020. Et tous les secteurs de diversification dont il est question auraient pu voir le jour depuis quasiment les années 2000. La faute à une mauvaise gestion, la faute à une gestion hasardeuse
des deniers publics. Et aujourd'hui, nous en sommes à la situation dans laquelle nous en sommes. C'est-à-dire que sur le plan infrastructurel, industriel, on va être plus précis, rien de concret n'a poussé de terre. Les zones économiques spéciales, le ministre Akwala, qui est demeuré et qui a longtemps travaillé sur ce secteur, peut en témoigner, là aussi rien de concret n'a été fait. Nous sommes à 60 ans aujourd'hui d'indépendance, et pourtant le Congolais a le sentiment que nous sommes restés bloqués à l'année 1963 lors du renversement du président Youlou, puisque depuis cette date, rien de probant, rien de concret n'a pu être fait par tous les gouvernements qui se sont succédés. Qu'il s'agisse du gouvernement Youlou, qu'il s'agisse du gouvernement Massamba Deba, qu'il s'agisse du gouvernement Marien Wabi, qu'il s'agisse du gouvernement Lissouba, et ensuite du gouvernement Sassou Nguesso. Du retour aux affaires du président Denis Sassou Nguesso. Mais en 60 ans, quelle est la part de marge de progression dans le secteur social? Là aussi, les chiffres sont effarants. Nous sommes proches de zéro, puisque quand vous regardez aujourd'hui le déficit de la sécurité sociale congolaise, il est abyssal, parce que vous prenez aussi, notamment, les conditions de traitement de nos aînés, de nos seniors, de la CNSS, de la CREF. Vous vous rendez également compte qu'il y a un problème, puisque 60 ans après, il n'y a pas eu d'évolution significative dans les modalités de traitement, de calcul, de prise en charge de tous nos parents, de tous nos papas, de toutes nos mamans, de tous les retraités, qu'il s'agisse de ceux du secteur privé ou qu'il s'agisse de ceux du secteur public. Alors, sur le plan éducatif, qu'est-ce qu'on a comme évolution? 60 ans après les indépendances, l'école de la République est assimilable à l'école de la rue. On a gangstérisé le secteur de l'éducation nationale, on a laissé se développer, s'ériger d'innombrables sociétés, d'innombrables écoles privées au détriment de l'école publique de la République. Et on a, de par ce fait, creusé le fossé et les inégalités sociales entre les Congolais. Moi, je me rappelle à l'époque, encore plus jeune, j'étais à l'école Jean-Félix Tetsikaya, j'ai fait mon primaire et mon collège, et c'est une des merveilleuses époques que j'ai eu à connaître, puisque il m'en souviendra que en ces temps-là, les enfants de ministres, les enfants de directeurs de cabinet, les enfants de généraux, de colonels, qu'importe, les enfants d'agriculteurs, les enfants de petits commerçants, nous étions tous logés à l'enseigne de l'école publique de la République, et il n'y avait pas de différence dans le traitement des élèves, seul comptait le résultat, seul comptait la volonté de chacun à aller de l'avant, à passer en classe supérieure, avec évidemment le concours et l'assistance de la famille. Est advenue ensuite l'époque phare des écoles privées à la mode. Aujourd'hui, quel est le bilan? Quel bilan le ministère de l'enseignement secondaire, primaire, alphabétisation, quel bilan le ministère de l'enseignement supérieur font-ils ces deux ministères-là de l'évolution ou de la situation, si vous voulez, du climat socio-éducatif en République du Congo? Les écoles privées ont pullulé dans ce pays. Aujourd'hui, on en compte des centaines partout. C'est devenu un business lucratif qui, évidemment, profite à certains décideurs de ces différents ministères. Et ce bilan, aujourd'hui, ne permet pas, à l'échelon même sous-régional, de considérer qu'on aura en République du Congo des écoles privées d'un standing et d'un niveau d'instruction qui serait du nivellement, du niveau qui serait assimilable à ce qu'on a éventuellement en Afrique de l'Ouest. Aucune école supérieure privée au Congo ne sera se comparer à des écoles privées d'Afrique de l'Ouest. Aucune école privée dans le secteur secondaire ne sera se comparer aux écoles privées d'élite qu'il y a en Afrique centrale. Je pense notamment au Sénégal, je pense notamment à la Côte d'Ivoire aussi, où vous avez là de véritables partenariats concrets qui ont été institués entre les différentes grandes écoles internationales avec ces écoles privées qui ont mis en place des programmes concrets, factuels,
qui permettent justement de former les véritables futurs cadres de demain en corrélation évidemment avec les nécessités économiques de certains secteurs qui se font de plus en plus jour. Aujourd'hui, pour être concret, en République du Congo, vous n'avez aucune filière innovante de formation qui puisse permettre localement à un étudiant de pouvoir prétendre demain à un poste qui correspondrait à un secteur, un segment d'activité innovant. Voilà, nous en sommes là. Donc le bilan éducatif est lui aussi peu glorieux malheureusement. Si vous prenez le bilan dans le domaine de... Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le nombre d'élèves, d'élèves surtout, qui satisfont aux examens d'État, baccalauréat et BPC, vous vous rendez bien compte que le niveau d'éducation de scolarité en République du Congo est extrêmement bas et que ceci est en sus, en complémentarité également dû à l'abandon du ministère des Affaires sociales vis-à-vis des familles pauvres, puisque évidemment lorsque vous êtes une famille pauvre et que vous n'avez pas les moyens nécessaires pour scolariser vos enfants, que vous n'avez pas d'aide financière, que vous n'avez pas d'allocation conséquente, et qu'en plus vous avez sur le plan de la cartographie scolaire des écoles qui se situent à des dizaines de centaines de kilomètres, des dizaines de kilomètres de certains villages, ça ne rend que plus difficile la détermination des parents à laisser leurs enfants aller à l'école, compte tenu de tous ces facteurs conjoncturels, structurels, qui justement constituent un désaveu cinglant dans ce qui aurait pu être aujourd'hui une école publique de la République digne, qui rassemble et qui réconcilie les Congolais entre eux, de par justement la dispensation du même degré, du même cursus scolaire, que ce soit en collège ou en université. Aujourd'hui, ceux des parents qui ont les moyens, évidemment, inscrire leurs enfants dans des écoles privées, ceux des parents qui n'en ont pas les moyens, à défaut de les inscrire dans des écoles publiques, les déscolarisent volontairement au bénéfice, évidemment, d'activités, on va dire, jugées plus sécurisantes, comme notamment d'accompagner les parents dans les champs pour y pratiquer l'agriculture, notamment. La délinquance juvénile au Congo est aussi, on est également au Congo à un niveau important de 1960 à aujourd'hui. Je me rappelle, moi, dans les années 2000, on n'avait pas de bébés noirs ici, en République du Congo. On n'avait pas de Kuluna. Maintenant, nous avons des bébés noirs, nous avons des Kuluna. Le ministère de l'Éducation nationale n'a, semble-t-il, pas fait, en tout cas fourni les efforts idoines et sine qua non à mettre en place pour justement refréner et éviter les décrochages scolaires. Rien n'a été fait dans ce domaine de façon concrète, puisqu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'existe au niveau pénal, il n'existe aucune sanction. D'abord, il n'y a pas de sanction administrative, il n'y a pas de sanction de nature à contraindre les parents à dénoncer les faits de leurs enfants pour une prise en charge par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires sociales, et pour justement impulser un programme de rescolarisation de tous ceux de nos enfants qui sont en République du Congo. Donc là également, c'est un bide, c'est un échec, c'est un pamphlet, un camouflet, et on ne va pas appeler un chat par un chat, on ne va pas nommer ça autrement, puisque les faits sont têtus, et que là-dessus, il n'y a absolument pas débat. Alors, est-ce que sur le plan de la diversification de l'économie, à ce niveau-là aussi, rien n'a été fait de très probant, hein. Il n'y a même pas à en rougir, puisque la vérité est factuelle et les faits sont têtus. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons en République Congo que 8% des terres cultivables, entre 2 et 8%, peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, cela tente à démontrer que sur le plan agricole, malgré les milliards de francs CFA qui ont été injectés dans ce secteur sur les 5-6 dernières années, rien de concret là aussi n'a été fait justement pour permettre
la mise en place d'une véritable diversification de l'économie congolaise, notamment dans le domaine de la riziculture, dans le domaine de l'agroforesterie, dans le domaine de différentes ressources ou différentes plantes, différentes variétés de graines qu'on aurait pu justement développer dans le cadre de filières structurées pour en tirer en retour une certaine autonomie, justement afin de réduire aussi l'autosuffisance, réduire le besoin alimentaire qui est fortement exprimé en République du Congo, puisqu'il faut quand même rappeler que 60 ans après les indépendances, le Congo continue d'importer plus de la moitié des produits qu'elle consomme. Donc là aussi c'est un échec. Il n'y a pas à s'en réjouir puisqu'il s'agit quand même de notre pays. Il y a des efforts à faire dans ces différents domaines. Ces efforts passent aussi par une sensibilisation importante, plus de responsabilité de la part de ceux qui nous gouvernent, puisque c'est eux qui ont entre leurs mains les dividendes, les ressources financières de l'État congolais, et qui doivent servir de façon efficiente à la diversification de l'économie congolaise. Aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas autosuffisants au niveau notamment dans les produits de consommation de première nécessité, concernant l'huile par exemple, concernant le riz, concernant même l'huile de palme, concernant différents produits. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous continuons, concernant par exemple le secteur de l'agroalimentaire qui constitue celui des spaghettis, des pâtes, des macaronis. Tout ça, ce sont des secteurs qu'on aurait pu développer au Congo, mais que nous n'avons pas développés. Malheureusement, parce que nous avons privilégié le pétrole et nous avons été malicieusement encouragés dans cette direction par le seul même aujourd'hui qui continue à néocoloniser nos dirigeants et à dicter un petit peu l'agenda de l'Afrique. Voilà, donc sur plusieurs plans, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et nous en sommes encore loin. Nous en sommes encore loin. 60 ans après les indépendances, le niveau d'autosuffisance est proche de zéro. Je venais de le dire, nous importons quasiment tout. Même dans le domaine de l'habitat, dans le domaine du bâtiment et de la construction, nous importons tout. Dans le domaine de l'alimentation, même les boîtes d'allumettes, nous continuons à les importer d'autres pays. Les cure-dents, nous ne les fabriquons quasiment pas, de mémoire. Dans le domaine touristique, nous n'avons rien développé là également. Donc voilà tout un tas de secteurs qui auraient dû être des secteurs porteurs, mais sur lesquels la République du Congo s'est grassement assise, en considérant que le pétrole continuerait toujours de circuler, de couler à flot, et que ma foi, la diversification de l'économie pouvait attendre. Aujourd'hui, nous sommes en train d'en récolter les fruits, et on voit bien que cette diversification n'aurait pas dû attendre. Si nous avions, il y a 5, 10 ans, 15 ans, entamé le processus de diversification de notre économie, il est bien certain que nous aurions mieux encaissé la crise. Aujourd'hui, sur le plan de l'emploi, par exemple, un autre cas concret qui est tout aussi déconcertant, de 2013, je pense, à 2020, plus de 100 000 emplois ont été détruits en République du Congo à cause de la mégestion, à cause de la crise pétrolière qui a engendré une crise économique. Mais si, évidemment, nous avions mieux géré la diversification du tissu économique congolais, nous n'en serions certainement pas là. Nous aurions créé des sociétés nationales fortes, encouragées, accompagnées, assistées par l'État congolais, et certainement qu'aujourd'hui, l'essentiel des recettes attendues serait venu justement de ces différentes sociétés. Or, ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons décidé de demeurer et de rester dans le postulat d'un état de rente. Et c'est justement le fait d'être un état de rente qui fait que quand vous êtes un rentier et que ceux qui vous payent ne peuvent plus vous payer, vous vous mettez en situation d'indélicatesse financière et ça engendre des conséquences financières et culturelles, des conséquences sociales catastrophiques et calamiteuses. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en République du Congo.
à 60 ans après les indépendances, nous avons 2021 qui va être l'année des élections présidentielles. Quid de comment est-ce que ces élections vont s'organiser? Moi, je suis un divergent, je ne suis pas un opposant parce que je n'aime pas ce terme, mais pour ce qui est du fond de cette affaire, il y a déjà des contestations, compte tenu des manœuvres qui sont bien perçues comme des manœuvres par certains leaders de l'opposition congolaise, notamment le fait de vouloir faire voter avant les forces de l'ordre pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de protection des populations et du processus de vote le moment venu. Ça pose problème. La biométrie n'a jamais été mise en place dans ce pays. La biométrie n'a jamais été mise en place. Le nettoyage du fichier électoral n'a jamais été fait de façon cohérente, coercitive et participative. Le découpage électoral pose également problème. Donc aujourd'hui, on a une crise politique majeure qui était déjà majeure avec ce qui s'est passé en 2016 et qui est en train de visiblement s'accentuer par justement une posture obstinée et je m'en foutiste, voire jusqu'au boutiste de certains dirigeants qui ne veulent pas comprendre que le pays, c'est ensemble qu'il faut le gérer, c'est ensemble qu'il faut en sortir, notamment de la crise financière, politique et maintenant crise sanitaire, et que si nous ne décidons pas, nous autres, jeunesse congolaise, de prendre à bras le corps le problème en aidant nos aînés à faire les bons choix, nous allons continuer à subir de plein fouet la crispation économique, politique, culturelle et sanitaire. Et il y a fort à parier que pour les prochaines années qui pointent déjà à l'horizon, il y a fort à parier que nous allons également faire subir les conséquences des choix politiques, des choix économiques et des choix sociaux, ou alors de l'absence de ces choix sociaux par les gouvernements précédents. Donc la République du Congo, la jeunesse congolaise, dont j'ai la modeste responsabilité d'être l'un des leaders, puisque beaucoup me connaissent comme étant aujourd'hui un leader d'opinion de la société civile congolaise, nous appelons les Congolais à se retrousser les manches, parce qu'il faut absolument éviter une chose, de reproduire le schéma de ces 60 dernières années, c'est-à-dire un schéma émaillé et fait de conflits politiques majeurs, de crises financières, de sous-développement, de dilapidation, de concussion des données publiques, d'impunité généralisée. Nous n'avons pas intérêt à demeurer dans cette voie, sinon demain, la jeunesse, comme la jeunesse des pays de l'Afrique de l'Ouest, dominera certainement sur celle des pays d'Afrique centrale. Les jeunes Camerounais, les jeunes Gabonais, les jeunes Congolais, les jeunes Tchadiens, les jeunes Centrafricains seront ultra hiérarchie dominés par les jeunes Ivoiriens, les jeunes Béninois, les jeunes Togolais, les jeunes Kenyans, les jeunes Ghanéens, et nous n'avons aucun intérêt à nous placer dans cette posture inconfortable qui nous enfermerait et ferait de l'Afrique centrale la queue de wagon de l'économie africaine. Et ça, c'est simplement inadmissible. Voilà, donc le bilan concrètement des 60 années qui viennent de s'écouler, qui sont passées assez rapidement ma foi, est globalement négatif à l'échelle du Congo-Brazzaville, mais également à l'échelle de l'Afrique centrale. Le problème aujourd'hui et le défi de la jeunesse de la région CEMAC, c'est justement de prendre à bras le corps de façon collective de tous les défis, puisque ces défis sont les mêmes, et aucun pays, malheureusement, compte tenu des différentes conventions qui existent, ne s'en sortira tout seul, dans son coin. C'est un problème aujourd'hui qui est sous-régional, qu'il faut considérer comme tel, et c'est de cette prise de conscience que va pouvoir émaner, je dirais, les synergies intelligentes qui vont aider de façon progressive le Congo, le Cameroun, le Tchad, la Guinée, la Centrafrique à s'en sortir et à rehausser leur PIB respectif, mais aussi collectif. Voilà, moi j'en ai fini, c'était parfait bon. Je vous remercie d'avoir eu le temps d'écouter ce message. C'était mon petit rappel, mon petit point de synthèse sur les 60 dernières années. Globalement, les choses sont dites. Maintenant, il faut aller de l'avant et il faut le faire de façon constructive.
Voilà, j'en ai terminé. Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble. Et vive le Congo et ses 60 ans d'indépendance et souhaitons-nous le meilleur pour les années à venir. Et préparons mieux qu'en 1963 les 15 prochaines années. Voilà, bye bye. Conditions de traitement d'innombrables sociétés, d'innombrables écoles privées supérieures. Aujourd'hui, on en compte des centaines partout. C'est devenu un business public du Congo, des écoles privées assimilables à ce qu'on citait et qu'on font aller à l'école, compte tenu de toutes ces dispensation du même degré, comme notamment d'accompagner les parents 60 ans aujourd'hui. Je me rappelle, moi, dans les années de l'huile de palme, je venais de le dire, nous importons quasiment tout, même du tissu économique congolais, nous n'en serions certainement pas là. Cette attendue serait venue justement, et ça engendre des conséquences financières. Elle pose également un problème. Donc aujourd'hui, on a une crise politique, justement, une posture obstinée et des choix sociaux. Nous appelons les Congolais à d'impunité généralisée. Nous n'avons gardé les jeunes Congolais, les jeunes Tchadiens, les jeunes Centrafricains, années qui viennent de s'écouler, puisque ces défis sont les mêmes. Et aucun pays, malheureusement, sur les 60 dernières années, globalement, les choses